Commençons. Donc, merci beaucoup, merci à tous. Donc, on va parler de l'ostéotenseur, la science au service de l'implantologie orale. Donc, un petit point sur qui je suis. Je suis Augustin Levaubourg, je suis PhD docteur en sciences, en biomatériaux, en biomécanique et biomatériaux. J'effectue ma thèse à l'Université de technologie de Compiègne, avec un petit séjour au MIT dans le laboratoire de Bob Langer, qui invente des biomatériaux, et aussi quelques expériences en tant qu'ingénieur à Cardiatis et aussi à l'usine médicale. Et là, je suis responsable R&D au sein de VISI, qui est la fusion entre Victory et Easy Implant. Vous en avez sûrement entendu parler. Donc, voici ma production scientifique. Vous pouvez le trouver sur ResearchGate ou encore Google Scholar avec quelques bons verbes non actifs. Donc, la technologie ostéotenseur pour maîtriser le site osseux. Donc, vous pouvez voir sur votre gauche un ostéotenseur manuel. Et on va voir aussi par la suite l'ostéotenseur rotatif. Donc, la technologie ostéotenseur, pour ça, il faut bien comprendre la biomécanique du tissu osseux maxillomandibulaire. Donc, vous le savez très bien, il y a la classification de MIS qui classifie en D1, D2, D3, D4, suivant la densité osseuse. Et on sait que la densité D1 est beaucoup plus présente au niveau de la zone symphysaire. Et plus on va aller sur les zones postérieures, moins ça va être dense. C'est la même chose au niveau du maxillaire. On a environ 2/3 d'os D3 et un quart d'os D2. Et plus on va aller sur la zone maxillaire postérieure, plus on va être sur un mix entre D3 et D4. Donc on sait que la zone la plus dense, ça va être la zone symphysaire, puis après la zone mandibulaire postérieure, et ainsi de suite. Il faut savoir que cette densité donc, se voit radiographiquement avec la radio-opacité, tous ces radios clairs, etc. Donc 1200, supérieur à 1250 unités Hounsfield d'un mètre sur du D1 et D4, ça va être inférieur à 400 unités Hounsfield. Et on sait qu'on a une sensation tactile de dureté qui peut être sentie grâce à un faux répéteur, mais également avec l'ostéotenseur, on va voir par la suite. Donc le D1, ça va être très dur, difficulté à rentrer, avec une grosse épaisseur de corticale, tandis que le D4, on a une très faible épaisseur de corticale, on va être très mou, pas ou peu de résistance sentie. Et il faut savoir que la densité osseuse va refléter à la fois les contraintes maximales que peuvent supporter l'os. Donc là, on sait que le D1 peut supporter beaucoup plus de contraintes, 2 fois plus de contraintes que le D2, le D2 2 fois plus de contraintes que le D3, et le D3 2 fois plus de contraintes que le D4. Donc en ce sens-là, on pourrait se dire que le D1 serait l'os le meilleur, mais en fait, c'est pas exactement ça, puisque il y a aussi la cellularisation, la taille des alvéoles qui vont influencer le développement cellulaire intraalvéolaire et aussi la néoangiogénèse et le métabolisme cellulaire pour la formation osseuse. Donc là, dans ce cas-là, le D1 a très peu de vaisseaux sanguins, a très peu de cellules, il n'y a pas de place. Donc on n'a pas du tout cette régénérescence de l'os avec le D1. Donc il va être assez fragile s'il y a des fissures, puisqu'il ne va pas se régénérer. Tandis que le D4, lui, justement, les alvéoles sont tellement grosses, ça va être un os un peu en fin de vie aussi, donc une vascularisation très peu présente et des cellules qui ne sont pas interconnectées les unes avec les autres. Et donc, dans ce sens-là, on ne va pas avoir un métabolisme qui va être très actif. Donc, le D2, le D3, ça va être l'os le meilleur pour nos chirurgies, pour notre succès clinique. Et donc, mais par contre, forcément, au niveau de ce métabolisme, il ne va pas être forcément très actif au début, puisque ça va être l'os qu'on a de tous les jours, mais pas du tout en phase de régénérescence supérieure osseuse. On sait que la densité osseuse a un impact fort sur la stabilité primaire, c'est même un des principaux facteurs. Là, on peut voir qu'avec la torque d'insertion et l'analyse de fréquence de résonance ISQ, qui sont deux méthodes d'analyse de la stabilité primaire, on voit que la densité osseuse évolue de façon quasi linéaire avec la torque d'insertion et avec la valeur ISQ. Donc, sachant que la torque d'insertion et l'analyse de fréquence de résonance ISQ sont vraiment deux méthodes qui sont différentes, puisque l'une mesure la résistance à la rotation, tandis que l'autre, l'analyse de fréquence de résonance ISQ, mesure plutôt le contact étroit entre l'implant et l'os. Donc, l'information à retenir, c'est que la densité osseuse est un acteur principal de la stabilité primaire, mais
il faut toujours laisser de la place à l'os, puisque c'est l'os qui tient l'implant et non l'implant qui tient l'os. C'est une citation que j'aime beaucoup du docteur Palassi qui officie à Marseille. La technologie ostéotenseur, pour comprendre bien la technologie de l'ostéotenseur, il faut aussi bien comprendre les temps physiologiques de cicatrisation et d'inflammation. Donc, premièrement, quand on va faire une inflammation aiguë lorsqu'on va perforer notre os pour justement créer notre ostéotomie, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, on va avoir du sang qui va arriver sur le site, donc avec les érythrocytes, avec les plaquettes, les lipides et les protéines qui vont directement s'agglutiner, se coller à la surface de l'implant. Là, déjà, entre jour 0 et jour 3, on va avoir quoi? Une réponse inflammatoire aiguë avec les premiers macrophages et les trophiles qui vont arriver après sur le site. On aura des premières matrices de fibrines qui vont s'adhérer entre l'implant et notre os. Et c'est ensuite, entre le 5e et le 7e jour, qu'on aura le début de la cicatrisation avec les macrophages et les ostéoblastes qui vont nettoyer le site dans un premier temps avec les ostéoclastes, qui sont une différenciation des macrophages. Et là, on aura le début de la néoangiogenèse, de la matrice extracellulaire et la prolifération des ostéoblastes. Donc, ils vont venir justement s'appuyer sur cette matrice de fibrine pour commencer la formation osseuse, mais qui n'est pas du tout cristallisée à ce stade. Après, on va voir la différenciation des ostéoblastes. Donc, dans un premier temps, les ostéoblastes se sont multipliés, proliférés. Et là, dans un second temps, ça va être la différenciation des ostéoblastes pour qu'ils soient vraiment actifs dans le sens de la formation osseuse et de la cristallisation osseuse. Donc là, c'est là où on aura le début de la minéralisation, au jour 14. Puis après, la mise en place du calosseux précoce va se faire au bout du 45e jour. C'est pour ça que lorsque l'on a une fracture au niveau du fémur, par exemple, là, souvent, on va mettre un plâtre pendant 45 jours. Parce qu'on sait que le calosseux précoce va se former au bout de 45 jours. C'est des choses qui sont très connues dans la littérature et en chirurgie réparatrice. L'organisation lamellaire va se faire au bout de 180 jours, cette organisation autour des ostéons. Et on va avoir un os en constant remaniement avec la loi de Wolff qui va permettre d'orienter justement ces trabécules en fonction justement des contraintes qui sont appliquées sur ce système implant-os. Donc, l'état osseux va être en constante évolution suite à un traumatisme ponctuel, inflammation aiguë, après cicatrisation, néoangiogenèse, début de la minéralisation, formation du calosseux précoce, minéralisation os périimplantaire primaire, os périimplantaire fonctionnel et l'os en constant remaniement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la résistance mécanique du site osseux va évoluer en fonction de cet état osseux suite au traumatisme ponctuel que l'on a fait grâce justement à la mise en place de notre implant. Donc, entre 0 et 21 jours, on va être dans une phase plutôt de type catabolique, où là, on aura surtout une activité des macrophages 1 et 2, des ostéoclastes, pour justement remodeler, assouplir et déminéraliser de la matrice et former la néoangiogenèse. Après, on aura de 21 à 45 jours la phase anabolique, donc avec le métabolisme des ostéoblastes, des ostéocytes, la formation des ostéons, la régénération et la minéralisation et la formation du calosseux primaire. Et après, entre 45 et 6 mois, la phase de consolidation, là justement, c'est le calosseux secondaire qui va être mis en place grâce à une minéralisation supérieure qui va nous permettre de supporter uniquement des charges modérées. Et après, bien sûr, la phase fonctionnelle qui va mettre entre 6 mois et 2 ans et qui va nous permettre d'avoir une cicatrisation osseuse pérenne capable de résister à certaines surcharges. Donc l'idée, c'est on voit qu'on a une variation de cette résistance mécanique du site osseux, mais comment utiliser ces temps physiologiques au service de l'implantologie. Et tout ça, c'est vraiment commencer avec la technologie ostéotenseur. C'est utiliser les temps physiologiques pour l'implantologie. Donc l'objectif avec l'ostéotenseur, c'est de générer un micro-traumatisme, un mini-invasif localisé pour premièrement sentir la résistance mécanique initiale du site osseux. Deuxièmement, induire une phase cicatricielle en amont de la chirurgie pour optimiser le site osseux. Donc, qu'est-ce que c'est en concret l'ostéotenseur? Donc là, on voit à gauche l'ostéotenseur manuel
et au milieu l'ostéotenseur rotatif. Et cet ostéotenseur possède un revêtement qui s'appelle Diamond Light Carbon, DLC, qui nous permet de minimiser la phase inflammatoire et activer la phase cicatricielle sans délai. Comment? En empêchant toute contamination bactérienne et minimisant les dommages thermiques par un coefficient de frottement diminué. On sait que le titane a un coefficient de frottement assez élevé, ce qui peut générer des échauffements. Et donc, avec le DLC, justement, ça va être comme si on allait lubrifier notre composant, mais avec un lubrifiant solide, qui a un revêtement de surface. Les parois sont absolument lisses, de façon à condenser la matrice osseuse. Donc, en condensant, on ne va pas du tout induire de destruction dans son passage. Ça va être vraiment, on va condenser de part et d'autre l'ostéotenseur. Donc là, on a un ostéotenseur qui est manuel, donc qui va se prendre en pleine main, et un autre ostéotenseur qui va être plutôt pour les os qui sont un peu plus solides, qui va se placer sur contre-angle avec à 20 000 tours par minute. On va en voir ça par la suite. Il faut savoir que la taille a été calibrée de façon physiologique pour optimiser et offrir les meilleurs résultats en termes d'activation ostéogénique, que ce soit la déminéralisation dans le cas d'un os D1 ou encore un remodelage osseux pour un os de type D4. Donc, qu'est-ce qui se passe en pratique? Donc, pour le maxillaire, ça va être plutôt l'ostéotenseur manuel pour l'os D4, puisque le maxillaire est bien moins dense que l'os symphysaire. Donc, ça va être environ 90% des cas avec l'ostéotenseur manuel. Perforer uniquement les zones d'os tendres repérées tactilement, ne jamais forcer dès qu'on rencontre une densité élevée, puisque dès qu'on va rencontrer une densité élevée, premièrement, ce n'est pas forcément utile dans un cas où on a un os D4, et deuxièmement, ça va abîmer la pointe de l'ostéotenseur. Dès qu'on on a une densité un peu plus élevée, là, il est préférable d'utiliser l'ostéotenseur rotatif, un seul impact par implant porté, pénétrer sur toute la longueur de l'instrument dans la zone mentonnière principalement, puisque ça va être la zone qui va être la zone préférentielle au niveau de la mandibule, puisque c'est la zone qui possède la meilleure densité osseuse. Le passage de l'ostéotenseur va entraîner plusieurs choses. Premièrement, une fracture, et donc qui va viser à restaurer l'apport sanguin et la continuité osseuse par la formation des câbles. Et cet apport sanguin va être la clé de la régénération osseuse. Pourquoi? Parce que ça va apporter à la fois les nutriments et l'oxygène nécessaires pour le métabolisme osseux, puisqu'on a vu qu'il y avait un certain nombre d'acteurs cellulaires, qui sont les ostéocytes, les ostéoclastes, les macrophages, les neutrophiles, les ostéoblastes et les ostéocytes, qui vont être nécessaires à la cicatrisation et la régénération de notre os. Et forcément, le processus de guérison osseuse va différer entre l'os cortical et l'os spongieux, puisque l'os cortical est bien moins vascularisé que l'os spongieux. Donc, et forcément, deuxième point important avec cette néo-orthogenèse, c'est que cette néovascularisation va être aussi la voie préférentielle qui va nous permettre d'apporter les cellules souches qui vont se multiplier et aussi de former le vaisseau sanguin donc, nécessaire justement à toute cette cicatrisation. Donc cette néovascularisation va être la clé de la future ostéo-intégration, pas d'ostéo-intégration s'il n'y a pas de néo-orthogenèse au préalable. C'est vraiment le point qui va être clé. Donc par exemple, si vous avez un patient qui ne saigne pas dans une zone, ça veut dire que l'os est en phase de déclin fort. Et là, ça va être très compliqué justement de régénérer l'os du patient, de former une ostéo-intégration. Là, il est préférable de s'appuyer plutôt sur l'os cortical qui va que peut bouger, mais par contre, s'il y a des problèmes, ça va être très compliqué. Vérification de la qualité osseuse, transformation d'un os de type 1 en 2-3 actifs, transformation d'un os de type 4 en 2-3 actifs et augmentation volumique suffisante. Ça, c'est les opérations fondamentales que l'on peut faire avec l'ostéotension. Et on va voir ça dès à présent. Déjà, premièrement, la vérification de la densité osseuse. On voit qu'avec le cone beam et le CT scan, on n'a pas forcément une visualisation idéale de la densité initiale, parce que déjà, ce n'est pas forcément assez précis. On a une variabilité des unités osseuse, que ce soit entre deux sites implantaires ou encore entre des patients différents, encore plus. Et donc, l'ostéotenseur, dans ce cas-là, va pouvoir être utilisé comme une sonde transpariétale, un profondimètre transmatriciel qui va nous permettre de vérifier de façon tactile la qualité initiale des futurs sites osseux receveurs
1, 2, 3, 4, mais avec beaucoup plus de précision que l'on a avec des radiographies panoramiques. Donc, l'ostéotenseur va permettre de confirmer la résistance mécanique du site osseux par sensation tactile, ce qui va nous permettre de fiabiliser le futur geste chirurgical, notamment avec les trousses, où là, de temps en temps, on a des trousses qui sont spécifiques pour des protocoles qui sont spécifiques pour le D1, D2, D3, D4. Déjà, dans un premier temps, ça va nous permettre de faire un meilleur choix de nos protocoles chirurgicaux. Transformation d'un os de type 1, donc très dur, en 2-3 actifs. Donc, ça va servir surtout pour assouplir la zone symphysaire qui est des fois très dure ou encore très mince. Et donc, on a envie de faire une expansion de crête pour pouvoir poser des implants dans cette zone. Donc, administrer un flash de 2 grammes d'amoxicilline 20 minutes avant l'intervention. Et là, on va appliquer l'ostéotenseur de façon non invasive, sans élévation de lambeaux. Ça va permettre de garder en permanence la vascularisation périostée, sachant que dans le périoste, c'est là où on trouve un certain nombre de cellules souches qui vont être primordiales justement pour la cicatrisation et l'ostéo-intégration. Donc, un seul impact par implant projeté, 20 mètres tours minute, tout spray abondant, pénétrer sur toute la longueur de l'instrument dans la zone mentonnière et pour les secteurs latéraux, utiliser des stops au-dessus du canal alvéolaire intérieur afin d'éviter justement d'endommager notre nerf alvéolaire. Et donc là, on va appliquer l'ostéotenseur rotatif 6 à 8 jours avant la chirurgie pour promouvoir la néo-angiogenèse et une certaine déminéralisation du site. Forcément, en dehors de la pose d'implant, ça va nous permettre une chose qui est vraiment très pratique, c'est le retrait de racines de dents incluses. Donc là, on va appliquer plusieurs impacts d'ostéotenseur autour de la dent incluse, autour du retrait de la racine et autour de l'implant fracturé éventuellement. On en fait plusieurs et après, on va attendre 7 à 8 jours et là, on va pouvoir extraire justement nos éléments beaucoup plus facilement. Ça permet également de vérifier l'aérogé. Ça peut être utile aussi en parodontologie, en corticotomie orthodontique. Donc forcément, pourquoi on attend 6 à 8 jours, 7 à 8 jours pour être dans la phase catabolique? Donc, l'activité des macrophages 1, 2, des ostéoclastes, homoldage, assouplissement et déminéralisation de la matrice, la néo-angiogenèse. Donc, une des techniques que l'on peut faire justement en déminéralisant notre site osseux, c'est une technique qui s'appelle l'expansion osseuse avec l'implant Fratex pour les crêtes fines et extra fines au niveau de la zone symphysaire. Donc là, on voit la classification des os disponibles qui a été faite par Mitch and Jody en 1985, qui propose l'évolution, qui donne l'évolution de l'atrophie mandibulaire au fur et à mesure du temps. Et on voit justement comment utiliser l'ostéotenseur pour les crêtes fines et extra fines au niveau de cette zone-là. Donc effectivement, on a la possibilité de faire des greffes osseuses, mais le désavantage des greffes, c'est que dans le cas d'un os qui est hyper corticalisé, qui n'a pas du tout de vascularisation, il y a peu de chances que notre greffe prenne bien. Pour que la greffe prenne, il faut qu'il y ait une certaine vascularisation, une certaine activité métabolique. Et donc là, l'idée avec l'ostéotenseur, justement, c'est qu'on va activer le métabolisme de cette zone-là, et là, on va pouvoir mettre un certain nombre d'implants ou le compléter avec une greffe osseuse. Donc, le concept thérapeutique de préparation ostéogénique, distraction et implantation immédiate, déjà, on va faire un ostéotenseur rotatif de gros diamètre, puisque souvent, c'est une zone qui est très dense. Prévoir au préalable un avant-trou avec une fraise tungstène, c'est préférable, ça va nous permettre de mieux maîtriser justement l'orientation de notre ostéotenseur. Puis, un seul impact d'ostéotenseur rotatif de gros diamètre, 20 000 tours minute. L'activation ostéogénique va se faire au bout de 7 à 8 jours, transformation d'un os de type 1 en 2-3 actif pour un assouplissement de la matrice et la néo-angiogenèse. Et là, on va pouvoir mettre un implant, et ici un implant Fratex de longueur adaptée, justement, qui va nous permettre d'expanser la crête de part et d'autre, parce qu'on l'a assoupli. Donc, la technique de l'expansion osseuse est principalement, on va pouvoir utiliser principalement cet implant qui s'appelle le Fratex, qui était adapté justement pour faire cette expansion de crête. Pourquoi? Parce qu'il a une forme conique, il possède un col lisse, des microspires, des macrospires, un apex qui est pointu et qui va permettre d'avoir 3 bénéfices majeurs. La forme et les spires permettent d'engager l'expansion de crête en douceur par glissement axial.
l'apex pointu va permettre de faciliter la pénétration corticale apicale, qui va être souvent assez dense, et ainsi bénéficier d'une double accroche corticale, que ce soit au niveau crestal et au niveau apical, et un design qui va promouvoir l'effet tire-fond, majeur dans la dynamique de la distraction osseuse, puisque justement, ça va nous permettre d'avoir une belle accroche au niveau apical, justement, de promouvoir justement cette expansion de crête de part et d'autre. Donc là, présence d'un espace réduit, activation ostéogénique et après pose de l'implant trapèze. Donc là, on est vraiment dans la phase catabolique de 0 à 21 jours. Donc là, on peut effectivement attendre 8 à 21 jours suivant les disponibilités de notre patient. Consommation d'un os de type 4 en 2-3 actifs. Donc là, de la même manière, administrer un flash de 2 grammes d'amoxicilline 20 minutes avant l'intervention. On aura les effets au bout de 45 jours. On utilise l'ostéotenseur manuel. L'application se fait de façon non invasive, sans élévation du lambeau. Ça va permettre de maintenir la vascularisation périostée, on l'a vu tout à l'heure, perforer uniquement les os tendres repérés tactilement, ne jamais forcer dès qu'on rencontre une densité élevée. Et là, il faut réaliser plusieurs impacts espacés de 2 mm, que ce soit au niveau lingual, crestal ou palatal. Et donc là, on va être vraiment dans la phase anabolique, la phase de création osseuse avec les ostéoblastes, les ostéocytes, les régénération, minéralisation du callocé primaire. Effectivement, au bout de 45 jours, on va être dans la formation du callocé précoce. Le callocé précoce va être que très peu visible au niveau des radiographies. Donc là, effectivement, si vous voulez avoir des choses qui vont être visibles en termes de radiographie, il est préférable de faire plusieurs séances d'ostéotenseur à 45 jours d'intervalle. Et là, effectivement, vous aurez justement votre gain osseux qui va être visible en termes de radiographie panoramique. Mais là, par contre, si vous voulez vraiment savoir quel est le ressenti de la densité osseuse réelle, là, il est préférable d'appliquer l'ostéotenseur pour avoir vraiment le ressenti tactile, s'il est suffisant ou pas pour vos implants. L'augmentation volumique sous-synésienne, qu'est-ce que c'est en pratique? Donc là, l'idée, c'est de faire une augmentation volumique grâce à l'ostéotenseur, que ce soit rotatif ou manuel, ça va dépendre de la densité osseuse. Là, l'idée, c'est de perforer vraiment la membrane. Et là, ça va faire quoi? Un saignement sous la membrane sinusienne, comme vous pouvez le voir au milieu, et un saignement sous le périoste. Et ce saignement va être fondamental. Pourquoi? Parce que c'est un saignement qui va venir se cristalliser, former un caillot, se cristalliser au fur et à mesure. Et comme il possède un certain nombre de cellules souches, ces cellules souches, après, vont se différencier pour former la matrice osseuse. Donc, ça va être particulièrement utile, justement, pour essayer de limiter la position de greffe osseuse sous la membrane sinusienne, de faire des comblements sous la membrane sinusienne, qui peuvent être non souhaitables et non souhaités pour le patient. Et donc là, on va attendre 60 jours, un peu plus. Et avec le fractal lift, on va avoir une synergie de l'ostéotenseur avec cet implant, qui va être une alternative au sinus lift et au comblement. Donc cet implant-là va être spécifique pour cette technique-là, donc la technique de l'ostéotenseur, pour éviter des comblements osseux sous-sinusiens. Et on va avoir 3 bénéfices majeurs, avec des spires asymétriques qui vont nous permettre de contrôler en douceur l'avancée de l'implant, et aussi de pousser la matrice osseuse néoformée qui va être justement pas entièrement dure, puisque les néoformées, elle va être sous forme de pâte à modeler encore, qui va nous permettre de la pousser justement sous la membrane sinusienne. Et la forme cylindro-conique, avec le col plus large que le corps, va nous permettre aussi d'éviter l'envoi intempestif de l'implant dans le sinus, avec un meilleur contrôle de l'avancée. Et l'apex arrondi et les bougures qui vont être extrêmement planes, pas du tout traumatiques, vont nous permettre de limiter les risques de perforation de la membrane. Donc là, cet implant était dédié justement à ces zones sous-sinusiennes. Et donc là, ça, c'est un article qui a été fait par le professeur Guillaume Audin, qui est un chirurgien maxillofacial qui officie à Nice. Et qu'est-ce qu'il a pu voir? Il a pu voir une augmentation de la quantité osseuse entre 0 et 6 mm selon la localisation de la vascularisation, puisque plus on aura de la vascularisation, plus on aura des gains osseux. Et aussi, suivant le remodelage que l'on a fait avec l'ostéotenseur, plus on va pouvoir ajouter d'augmentation osseuse. Donc là, on a entre 0,9 et 6 mm.
sachant que le Simnet, c'est aussi grâce à l'implant Fractal Lift, justement, qui nous a permis de pousser justement à cette matrice néoformée. Radiographiquement, le gain n'est que peu visible. La vérification manuelle avec l'ostéotenseur permet d'apprécier le résultat. Je vous conseille vraiment de vérifier, justement le gain et le gain surtout en termes de qualité avec l'ostéotenseur manuel. Donc, l'augmentation volumique au niveau du plancher sinusien est particulièrement adaptée avec cet implant fractal. Donc, on a plusieurs cas, forcément. Hauteur d'os entre 2 et 4. Donc là, ostéotenseur 45 à 60 jours, une à plusieurs séances. Et là, on peut poser un implant de 8 mm. C'est possible parce que justement, on va pouvoir distracter cet os néoformé et le pousser comme vous pouvez voir sur votre gauche. Cas numéro 2, hauteur osseuse de 4 mm. Et donc là, l'ostéotenseur 45 à 60 jours, une à plusieurs séances. Et là, on va pouvoir mettre un implant de 11 mm. Par contre, dans un cas où on n'a qu'une épaisseur d'os inférieure à 2 mm, donc déjà dans un os qui va être assez corticalisé avec très peu de vascularisation, donc là, effectivement, on va mettre toutes nos chances de notre côté. Ostéotenseur 45 à 60 jours, une à plusieurs séances, fenêtre latérale avec comblement sinusien, avec deux matériaux, PRF, très important, membrane de collagène, et ou implant baso-anatomo-physiologique. Effectivement, si on a plusieurs implants à poser au niveau de la zone sinusienne, il est préférable de poser des implants étape par étape. Pourquoi? Parce que la pose d'un implant va être comme une stimulation ostéogénique. Ça va permettre de créer une continuité de la vascularisation et une cicatrisation avancée avec un métabolisme avancé sur les zones autour de l'implant. Donc, poser des implants étape par étape va nous permettre justement d'avoir justement comme si on avait fait des coups d'ostéotenseur en plus au fur et à mesure. Donc, pose étape par étape à 45 jours, 45 à 60 jours d'intervalle quand on a plusieurs implants à poser. Cas clinique avec l'ostéotenseur. Donc là, on peut voir une activation ostéogénique avec l'ostéotenseur manuel, fait par le docteur Gérard Sfortusi. Jour 7, ça nous a permis d'extraire l'implant. Donc là, on a vraiment une déminéralisation du site, ça nous a permis d'extraire l'implant. Et après, jour 45, régénération ostéogénique. Effectivement, là, on ne voit pas forcément très bien la régénération, et je vous invite vraiment à percevoir le gain avec l'ostéotenseur, justement, qui va nous permettre de revoir exactement la sensation tactile de dureté. Et donc là, ça a permis de poser un certain nombre d'implants, ce que l'on ne pouvait pas faire au préalable. La même chose, jour 0, activation ostéogénique au niveau de la zone mandibulaire postérieure. Donc là, jour 60, vérification du site osseux. Donc là, on voit déjà le léger cal osseux précoce, qui est la zone qui est légèrement moins minéralisée que la zone supérieure. Et là, ça a permis de poser deux implants, ce que l'on ne pouvait pas faire au préalable. Augmentation volumique sinisienne avec l'implant Fractal Lift. Là, on voit vraiment la distraction et la remontée de l'os néoformé au niveau de cette zone, et ce, sans comblement osseux, ce qui est vraiment un atout qui est important, puisque ça va nous permettre d'avoir un gain de temps pour le patient, et aussi s'il y a un patient qui a fait plusieurs échecs avec les greffes et les comblements, au moins, avec ces techniques-là, on a une augmentation volumique qui va utiliser la physiologie du patient, l'os natif du patient. Donc là, avant activation, donc là, on voit vraiment, là, il y a eu plusieurs activations ostéogéniques, mais là, on voit vraiment, on est entre 0,6 et 1 mm, et après, là, on a une zone supérieure à 2 mm après activation. Donc là, on va passer maintenant au témoignage clinique. Je vais devoir juste relancer le zoom parce que je n'ai pas mis le son. Là, partager, partager.
Alors, on a un patient de 81 ans qu'on va opérer selon une technique flapless. C'est important de faire une préparation ostéogénique en amont, c'est-à-dire 45 jours avant. On va, avec l'ostéotenseur, pénétrer toutes les zones faciles à pénétrer manuellement. Avec l'ostéotenseur, il ne faut surtout pas forcer là où il y a déjà de l'os dense. Donc, on va aller dans les zones faibles, ici, où il y a un os qui est moins dense, de façon à faire durcir cet os. Et on a fait déjà cette opération chez ce patient il y a un peu plus de 3 mois. Et puis on a attendu puisqu'on avait extrait les dents. Et ce matin, il a été opéré. Et donc, grâce à l'activation ostéogénique, il a été possible de placer des implants dans des zones où au départ, c'était même pas envisageable. Donc voilà, ce matin, on a terminé l'intervention. Voilà le résultat. Donc il y a eu une forte densification ici dans toutes les zones qui ont été ostéotensées. Dans le secteur antérieur, c'était déjà très dense, donc inutile d'y aller. À la mandibule, c'était aussi très dense, donc on n'avait pas de raison particulière d'aller faire ce geste. Donc l'ostéotenseur, ça a deux fonctions. Première fonction, une fonction de faire durcir l'os de type 4, mais aussi une deuxième fonction, c'est celle avec l'ostéotenseur rotatif, qui est celui-ci, et qui est beaucoup plus agressif, et qui se monte non pas manuellement, bien sûr, on le monte sur un contre-angle, c'est surtout pour assouplir l'os très dense à la mandibule. Donc là, on passe un coup d'ostéotenseur par implant projeté, et on n'attend pas 45 jours, on va tout de suite jumper dans la phase catabolique, c'est-à-dire que pratiquement une semaine après, la matrice osseuse va commencer à se disloquer, à s'assouplir, et c'est 8 jours après qu'on va commencer à mettre le matériel. On a un très beau témoignage du docteur Gérard Scantessi. Alors, on a un patient. Et passons maintenant au témoignage du docteur Hélène Père. Bonjour à tous, je suis le docteur Hélène Père, j'exerce comme implantologiste exclusif à Menton. Je vais vous présenter aujourd'hui deux cas très simples d'une technique de stimulation ostéogénique par les ostéotenseurs. Alors, le premier cas, c'est le cas d'une patiente de 31 ans, non fumeuse, en bonne santé, qui se présente avec un problème sur la dent 26. C'est une dent sur laquelle il y a déjà eu une hémisection de racine il y a plusieurs années, avec une reconstitution et malheureusement une infection persistante. Nous décidons d'extraire la dent et de ne pas combler le jour même. Donc à la panoramique, on voit bien la dent 26 et la grosse infection sur la racine palatine. Au scanner, on s'aperçoit à peu près un mois après l'extraction de la perte osseuse que l'on a. Endome ici, avec une perte ici. On a un résultat d'os très petit, on a 1 mm ici, à peu près 1 mm, 2 mm là. Et en palatin, on a une énorme perte au niveau de la racine palatine. Chez cette personne, on a décidé de faire 3 séances de stimulation ostéogénique avec l'ostéotenseur manuel. La technique est extrêmement simple. Préalablement à ça, vous devez impérativement mettre le patient sous antibiotique, soit la veille, soit le jour même. Personnellement, je prescris l'azithromycine, 500 mg, un comprimé soit le matin, soit la veille, et pendant 3 jours. Lorsque le patient se présente, vous allez faire premièrement une décontamination du site avec une lingette, avec une compresse imbibée de Daca Cooper. Ensuite, anesthésie classique, anesthésie à 1/200 millième, une anesthésie vestibulaire et un rappel palatin. J'utilise personnellement les ostéotenseurs manuels et je vais faire à peu près 5 ou 6 petits shoots. On va en faire 2 ou 3 en vestibulaire, 2 ou 3 sur la crête et 1 ou 2 en palatin. Il faut enfoncer l'ostéotenseur jusqu'à la membrane du sinus et la perforer. Il faut vraiment insister, sans bien sûr plier l'ostéotenseur, mais il faut quand même un petit peu insister. Il faut vraiment qu'on ait un petit peu de résistance. On va faire donc 3 séances. Normalement, il faut faire 3 séances à 45 jours d'intervalle. Là, on va faire une séance en février, une autre en mars et une autre un petit peu plus loin en mai pour des raisons de Covid. On s'aperçoit en juin, donc à peu près un mois après la dernière stimulation ostéogénique, de ce qu'on a gagné comme os. Là, on avait l'os de départ. Et vous voyez toute la zone radio-claire ici, c'est l'os qu'on a gagné. On a gagné entre 2 et 3 mm d'os. On le voit, il est moins corticalisé.
c'est une os peu radioclaire, mais c'est bien de l'os. On s'aperçoit en coupe qu'on a un dôme, une petite épaisseur d'os ici, on le voit, et au niveau de la zone palatine, on a carrément une minéralisation de toute la zone que l'on avait perdue suite à l'infection. Le 7 septembre, la patiente n'étant pas revenue de l'été, on a refait un combi de manière à voir un petit peu quelle était la salisation de l'os. Et là, on s'aperçoit qu'en fin de compte, par rapport à l'état de départ, on est arrivé à avoir 5 mm d'os pratiquement en mésial et un peu plus, 6 à peu près au niveau distal. Suivant. Le 26 du 10, je décide de poser un implant. J'avais prévu de faire un carottage osseux et de combler, de rajouter de l'os, de combler avec du PRF. Et à ma grande surprise, lorsque j'ai passé le forêt pilote, j'avais 8 mm d'os. J'ai pu directement faire mon carottage, j'ai quand même mis mon PRF mais sans rajouter d'os et j'ai pu poser un 8 mm. C'est un fractal qui tient. Aujourd'hui, j'ai fait la reconstitution sur l'implant qui est complètement stable. Je ne fais pas la radio, mais je vous la montrerai une prochaine fois. Ça, c'était mon premier cas, qui est un cas que l'on utilise, que l'on voit souvent. Bonjour à tous, je suis le docteur Hélène Père. Là, on a un deuxième témoignage de Dr Hélène Père. Alors là, vous avez le deuxième cas, qui est un patient de 45 ans, fumeur, avec une perte osseuse suite à l'extraction de la dent 26-27, ancienne. Donc voilà la panoramique. De ce côté-là, on avait facilement posé 2 implants, il y avait de l'os. Mais ici, on s'aperçoit de la perte osseuse, vraiment, on a vraiment ce dôme entre la 25 et la 27. Alors au Conbim, on a vraiment le cas classique de la coquille d'œuf, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout d'os. On regarde de vestibulaire à palatin, on n'a plus rien, on a 1 mm. 1 mm, entre la 25 et la 27, vous voyez, on a très peu, on a un peu d'os derrière, mais on a pratiquement rien, vraiment la coquille vide. Ici, en mésodistal, c'est pareil. Ce patient, sur lequel on avait du temps, qui n'était pas décidé du tout, qui ne voulait pas de comblement osseux, on a décidé de faire une technique de stimulation avec les ostéotenseurs. Nous n'avons pu faire que 2 séances. C'est un patient qu'on a un petit peu de mal à contrôler. On a fait 2 séances en l'espace de pratiquement 1 mois. 2 séances. Donc la technique est très simple. Avant de faire ces séances, il faut prémédiquer le patient avec toujours pareil, antibiothérapie. Moi, je préfère le Zithromax azithromycine, 550 mg, un comprimé soit la veille, soit le matin d'intervention, et 2 comprimés par la suite. Désinfection du site avec Dakin Cooper sur compresse. Anesthésie classique, 1-200 millième, une petite anesthésie en haut des apex, une sur la crête, une en palatin. Alors, la zone étant importante, on va prévoir avec la stimulation, le stimulateur, on va prévoir au moins 8 shoots. Ce qui est important, c'est de bien être orthogonal au sinus et de bien rentrer dans le sinus. Il ne faut pas hésiter à perforer tout l'os, perforer la membrane du sinus et la faire saigner. Donc on va faire de manière orthogonale, à peu près 3 ou 4 pointages dans cette zone-là. Sur la crête, on va en faire 2 ou 3 aussi. Et en palatin, même chose, on va traverser dans l'autre sens et on va en faire au moins 3. En tout, ça fera une dizaine. Entre chaque pointage, entre chaque forage avec l'ostéotenseur manuel, on va le décontaminer au Dakin. On ne repose pas 2 fois le Dakin dans la zone sans l'avoir décontaminé. À la fin, on va redésinfecter avec le Dakin Cooper et c'est tout. Ce patient, donc, on lui a fait que 2 séances et puis il est parti dans la nature. Et curieusement, il revient presque 9 mois après. Et ce qui est très intéressant, c'est voir la densité osseuse que l'on a gagnée, que l'on ne voyait pas sur les autres Conbim. Là, on voit vraiment bien l'épaisseur de la corticale que l'on a gagnée et la densité. C'est vrai qu'il manquerait une 3e séance, on la fera peut-être par la suite. Je vous présenterai par la suite le Conbim. Merci de votre attention. Merci grandement le docteur Hélène Père pour ce témoignage. On voit vraiment l'intérêt de l'ostéotenseur grâce à ce témoignage. Donc, en bref, la qualité du site osseux et le volume disponible conditionnent le plan de traitement. C'est le premier facteur de la stabilité implantaire. Et l'ostéotenseur, ça va être à la fois un instrument de diagnostic et de préparation du site osseux.
utiliser la physiologie du patient en induisant une phase de cicatrisation en amont de la chirurgie, que ce soit pour vérifier la qualité osseuse par la sensation tactile, déjà premièrement, transformer un os de type mou en 2-3 actif, transformation d'un os de type très dur 1 en 2-3 actifs, et l'augmentation volumique sous-sinusienne, notamment avec la technique fractal lift. Donc là, on voit vraiment qu'on va utiliser les temps physiologiques de l'induction d'un traumatisme. Donc l'essentiel, l'ostéotenseur permet d'améliorer le structure osseuse de façon simple, reproductible, économique, avec la physiologie du patient, permet de se rassurer et rassurer le patient, les patients qui s'interrogent toujours sur d'éventuels rejets d'implants les concernant, et vérifier en fin de cycle si on a obtenu le résultat escompté et de différer éventuellement la pose de l'implant si nécessaire. Donc voici la trousse de l'ostéotenseur. Donc là, je vous invite à contacter la société Visi, Victory Easy Implant pour comment si l'ostéotenseur, c'est quelque chose qui vous intéresse pour vos pratiques, pour augmenter vos succès cliniques. Donc là, on a 2 ostéotenseurs manuels et 4 ostéotenseurs rotatifs avec 2 diamètres différents. Merci de votre attention et je vous remercie de votre présence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à rallumer vos micros pour les poser. C'est le moment. C'est un moment où vous pouvez poser des questions. Merci Augustin pour cette présentation, en tout cas, toujours aussi intéressante avec les témoignages des docteurs qui étaient très, très intéressants. Après, je n'ai pas de questions particulières, mais j'ai trouvé ça extrêmement bien. Donc, je vous remercie pour cette belle présentation. Merci beaucoup, Jocelyn. Si tout est clair dans votre tête, n'hésitez pas à contacter vos commerciaux qui sont dans vos régions. Je suis aussi joignable si vous avez des questions. Normalement, vous pouvez trouver mon numéro sur les plaquettes Visi ou Victory. Donc, n'hésitez pas, je peux me rendre disponible pour répondre à vos questions sur l'ostéotenseur. On a aussi plusieurs praticiens qui l'utilisent partout en France. Donc aussi, on peut vous donner un peu les contacts, savoir un peu comment ils font en pratique. Ça peut être toujours intéressant pour se rassurer. En tout cas, je vous souhaite une très bonne après-midi et beaucoup de succès clinique. À bientôt.